Cette école a été projetée dans les années 59 par une personne qui était en poste ici à Porto, qui s'appelait M. Fouquet, qui était consul. À cette époque-là, il avait un ami qui était M. Marius Latour. Monsieur Marius Latour était un homme qui avait fait de très bonnes affaires au Canada. C'était un homme qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant et qui avait posé la question à son ami le consul en lui disant « Voilà, j'arrive en fin de vie, je suis mécène, j'ai aidé beaucoup de gens et j'aimerais faire quelque chose si tu as un projet. » Alors à cette occasion, le consul en a profité et lui a dit « Écoute, je suis en poste à Porto, il y a une petite communauté de Français qui voudraient faire une petite école, éventuellement, commencer quelque chose. » Monsieur le consul en a parlé à un monsieur qui était aussi mécène, qui était le comte de Wiesel et qui avait une grande ferme à côté de l'école, qui est aujourd'hui le musée Serralves. Avant d'être musée Serralves, c'était une ferme. Le consul a négocié avec la mairie de Porto, avec Marius Latour, avec le comte de Wiesel, et ils sont arrivés à un accord d'avoir un terrain de 20 000 m² qui est aujourd'hui le terrain du lycée français de Porto. Suite à cet achat, le consul a créé une association, Fondation Marius Latour, et à partir de là, monsieur Marius Latour a aidé aussi pour faire les premiers travaux. L'école a été construite dans les années 60 et l'ouverture de la première classe a eu lieu en mars 63. Et ça, c'est Madame Biliquet. Je suis la première professeure de portugais et portugaise qui est arrivée ici quand l'école est ouverte. C'était une école complètement différente des autres portugaises que nous avons ici. Et comme ça, c'était une école qui a appelé beaucoup d'enfants parce que la forme d'enseigner, même moi, portugaise, j'ai appris beaucoup de choses. Avant, il n'y avait que les 2 pavillons qui étaient là et il n'y avait pas du tout toutes ces constructions et il y avait comme une espèce de pré, comme si on était à la campagne. Au fond, il y avait beaucoup de verdure. Les enfants adoraient aller là-bas quand ils étaient en récréation. Quelquefois, on se fâchait parce qu'on devait savoir qu'il ne leur arrivait rien. Ils allaient et quelquefois, ils voyaient des animaux, des grenouilles, des souris. Alors ça, c'était du temps de Monsieur Galbert. Monsieur Galbert, le premier directeur ici de l'école. Et là, c'est l'année où je suis arrivée. Là, c'était très important parce que c'était la visite de personnalités dans la classe. Alors, il y avait le directeur de l'institut, il y avait le consul, il y avait l'inspecteur, il y avait le directeur de l'école avec sa femme. Alors il est vrai qu'aussi nous avons une période où on avait des pavillons préfabriqués. Je me rappelle très bien des pavillons, c'était toujours un problème pour nous parce que quand l'hiver arrivait et que nous avions la pluie, il m'est arrivé quelques week-ends de passer avec Martine Debert et nettoyer les classes.
Bon, ça a duré un moment parce qu'on n'avait pas l'argent nécessaire pour construire du dur. Mais après, quand nous avions décidé de faire le collège, nous avons illuminé les bâtiments préfabriqués. Les enfants, à la fin d'un trimestre, quand ils avaient bien travaillé, ils pouvaient avoir un billet de satisfaction. Oh oui, C'est-à-dire, c'était une chose qu'ils voulaient avoir. ils étaient même. très fiers, ils étaient très fiers de l'avoir. Alors là, c'est aussi des souvenirs de l'école. Quand je suis arrivée, et aussi quand tu es arrivée, il y avait encore la messe qui était au gymnase. Hein, Oui, et ensuite, il y avait les communions. Et puis, il y avait la séparation des garçons et des filles dans les classes. C'est-à-dire que les filles avaient cours dans le bâtiment un peu plus haut et les garçons étaient dans le bâtiment d'en bas. Là, c'est une photo très intéressante car c'est le 25e anniversaire de l'école. Ici, même dans l'école. c'est le bicentenaire de la Révolution française de 1789. Ah, Et je faisais chanter la Marseillaise, l'hymne français, devant tous les parents qui regardaient. Et ça, c'est le plaisir qu'on peut avoir grâce au terrain, grâce à l'endroit où se trouve l'école, de pouvoir faire la classe un moment Dehors. avec les enfants assis dehors Bon, pour très profiter bon. du beau temps. Dans les années 90, nous avons construit le collège. Ça, c'était du temps du proviseur qui s'appelait Monsieur Blanza. Je dois aussi avouer qu'on a eu la chance de rencontrer un architecte assez extraordinaire, qui est Nono Valenti. Le pavillon d'accueil était notre deuxième réalisation à l'école française après réhabiliter le bâtiment de la maternelle. C'était un défi très intéressant parce que le programme était polyvalent, mais en même temps, il faisait aussi la possibilité de refaire l'entrée de l'école et faire vraiment l'accueil des enfants. Dans les années 2010, est arrivé monsieur Jean-Michel Dubourg, un proviseur qui était très dynamique, qui m'a souvent remué dans le bon sens, c'est-à-dire en disant « Serge, il faut impérativement faire le lycée ». On a eu beaucoup de discussions ensemble et je lui ai dit « C'est toi qui as raison, il va falloir faire un lycée ». C'était un grand défi parce qu'on était très proche de Sravs, de parc et surtout de ce skyline naturel qu'il faudrait tenir. Donc c'était très intéressant de travailler surtout avec le terrain et la façon d'intégrer le bâtiment dans la topographie, dans le terrain. Et je crois qu'on a réussi d'augmenter l'école d'une façon assez expressive, mais sans détruire les grandes valeurs qui étaient présentes, surtout les valeurs naturelles. C'est très intéressant quand l'art, l'architecture fait part du quotidien de l'école. Et c'est vrai qu'à certains moments, M. Francis Brosseron, je crois, il a fait avec les étudiants, les petits, en grande maquette du bâtiment et surtout de rapport du bâtiment avec l'extérieur, avec le paysage. Nous avions avant une cantine, un petit restaurant. Les plats venaient de Conchador. Quand on a décidé de construire le lycée, on a dit on fera un grand restaurant parce que nous servions à peu près 600 plats par jour, donc ce qui était énorme dans un endroit qui était trop petit. Le lycée a aussi fait de grandes améliorations, à part les gros travaux. Ce que nous avons fait en particulier, c'est améliorer l'accès aux handicapés et voilà pourquoi nous avons monté l'installation d'un ascenseur.
D'un autre côté, nous avons aussi fait une cafétéria pour les élèves et les professeurs. Nous avons aussi fait une classe des professeurs. Nous avons aussi amélioré la partie sport, terrain de football, piste d'athlétisme, sur les conseils de notre ami Philippe Esnault, et un terrain de basket. Bien entendu, on écoute beaucoup nos élèves et nos professeurs pour effectivement améliorer la vie du lycée en général. C'est, je crois, un moment très important pour l'école, finalement, trouver la possibilité de faire un espace dédié aux plus petits, parce que naturellement, ils ont des besoins différents. Donc finalement, on peut avoir soit un espace de restauration, soit un dortoir. On voit cette façon absolument extraordinaire et sensible comme les bâtiments existants ou préexistants ont fait cette liaison. Et c'était un peu notre inspiration pour l'agrandissement qu'on a fait. Et nous sommes très contents de faire partie aussi de cette histoire. Ce qui est important au lycée français, c'est surtout un point capital, c'est l'état d'esprit. Il existe un état d'esprit au lycée français, représenté par plusieurs personnes qui travaillent au lycée tous les jours et qui effectivement font le maximum pour l'école, dans un bon esprit. L'esprit du lycée français est particulier, mais c'est un bon esprit et ça c'est capital. Et pour conclure un petit peu, c'est de dire nos enfants sont heureux, c'est le principal. Moi, j'aime voir nos enfants souriants quand ils rentrent à l'école le matin, dans la journée et quand ils repartent le soir. Je dois avouer que ma grande réussite, je le pense, et en tout, ce n'était que du bénévolat, c'est quand même le lycée français.